Miguel Bonnefoy, bonjour. Bonjour. C'est un rendez-vous pour cette rentrée 2020 sous le signe de votre troisième roman. Un roman intitulé Héritage. Tout un programme. Héritage, c'est une saga familiale dans laquelle nous allons nous plonger le temps de cet entretien. Nous allons partir au Chili. Nous allons traverser l'Atlantique plus précisément pour arriver jusqu'au Chili, puisque nous allons partir des coteaux du Jura. Va accompagner une famille au fil du XXe siècle. Mais avant de nous plonger dans cette histoire, Miguel Bonnefoy, j'aimerais que vous nous donniez les origines justement de ce roman Héritage. Qu'est-ce qui a inspiré l'envie de vous lancer dans le récit de cette famille absolument incroyable? On est à la limite même, je dirais, du réalisme magique et pourtant j'ai l'impression que presque tout est vrai. Oui, l'idée ou la naissance de ce livre est apparue comme souvent pendant la tournée du précédent. J'avais été invité à la nouvelle librairie sétoise, à Sète, pour parler de Sucre Noir. Et pendant la rencontre, quelqu'un m'a demandé pourquoi votre nom de famille est français alors que vos origines sont latino-américaines, votre mère est vénézuélienne, votre père est chilien. Aussitôt, je me souviens avoir répondu simplement en disant que je venais d'une famille qui était issue d'une immigration française au Chili. Mais le lendemain, en marchant dans le cimetière marin, parmi les tombes et en regardant les différentes épitaphes, je me suis dit qu'il fallait peut-être écouter les morts. Et comme dit si bien Anna de Noailles, les vivants se sont tus et les morts m'ont parlé. Alors, entendre ces morts, savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire, et peut-être qu'ils pouvaient m'inspirer, pouvaient me dicter une réponse qui était plus profonde, plus puissante et plus inspirante que quelques lignes pendant une rencontre littéraire. Alors, il s'agissait de pouvoir raconter l'aventure extraordinaire de ces Français au Chili, non pas pour parler de moi, parce que ça n'a absolument aucun intérêt, mais au contraire pour pouvoir mettre en lumière une histoire qui était universelle, une histoire qui est celle de la migration, qui est celle de l'exil, qui est celle du déracinement, et qui peut toucher tant de monde. À l'heure des grandes crises migratoires, des cimetières marins, à l'heure des grands déplacements humains, il n'était peut-être pas si déplacé de pouvoir faire le récit d'un dialogue entre deux cultures, d'une sorte de pont de papier qui peut se dresser entre plusieurs peuples et voir si ces trajectoires pouvaient être plus fécondes. Plus qu'un dialogue encore, je dirais qu'il s'agit presque d'une fusion entre le Chili et la France, c'est-à-dire qu'entre le 19e et le 20e siècle, les liens qui vont se tisser entre ces deux pays sont d'une intensité que beaucoup ignorent. Absolument. Tout à fait. Et en plus, il commence avec quelque chose qui est très beau, qui est très poétique, puisqu'il s'agit de la terre, de la vigne, de l'écorce. Lorsque la maladie du phylloxéra est arrivée en France et c'est un puceron venu des États-Unis et qui a créé une sorte des plus grandes crises de la viticulture en France, depuis pratiquement l'Hérault jusqu'en Alsace, il ne restait pas un pied de vigne debout. Énormément de vignerons français sont partis traverser l'Atlantique dans une sorte d'idée presque coloniale botaniste, aller soit en Californie à la Napa Valley, soit à Santiago pour aller replanter ces cépages, ces pieds de vigne sur le flanc de la cordillère et donner une sorte de renaissance à la vigne française. Alors il y a quelque chose de très poétique puisque bien entendu il s'agissait de déraciner d'un côté pour aller replanter de l'autre et se rendre compte que le phylloxéra ne survivait pas peut-être aux hauteurs de la cordillère, aux pentes de la cordillère, à une eau qui était chargée de cuivre, et elle a redonné la possibilité de retrouver les merlots, les cabernets sauvignons, de retrouver les saint-émilion, de retrouver les carménères, c'est de retrouver les malbecs, qui ensuite ont été rendus à la France 40 ans plus tard. Si aujourd'hui, dans les tables françaises, on s'assoit à boire du bon vin, c'est aussi parce qu'il y a eu tantôt les Californiens et tantôt les Chiliens et les Argentins qui ont su redonner une sorte de deuxième vie à cette vigne. Et à partir de là, ces Français qui ont recréé une petite France à l'étranger, qui sont mariés entre Français, qui ont fait une sorte de francomanie, se sont mariés entre Français, ont créé des familles françaises et permettent aujourd'hui du coup de faire ce lien entre les deux pays. Ils ont été appelés à la Première Guerre mondiale, appelés à la Deuxième Guerre mondiale, se sont retrouvés dans les dictatures, et il est beau de se rendre compte que le siècle a été un siècle dans lequel il y a eu presque deux racines, tantôt la française et tantôt la chilienne. Alors c'est une de ces familles que nous allons accompagner dans ce périple, dans ce roman intitulé Héritage. Un homme va quitter les coteaux du Jura. Il va quitter les coteaux du Jura avec un objectif qui est la Californie.
Alors évidemment, comme dans tous les romans et comme dans toutes les vies, ça ne se passe pas exactement comme on l'a prévu. Ce n'est pas en Californie que cet homme va s'arrêter. Le hasard, le destin, le karma vont faire qu'il va s'arrêter au Chili et qu'il va construire sa famille, va construire son avenir dans ce pays qu'il n'avait pas du tout prévu. C'est bien ça ? Exactement, exactement. Si bien que cette histoire est à la fois vraie et fausse, comme tu le dis si bien, à la frontière souvent entre la grande histoire et la petite. Et il semblerait que dans la légende familiale, dans la mythologie familiale des Bonnefoy, il y a cette histoire d'un arrière-grand-père qui serait parti de Odessa et pendant la traversée, serait tombé malade. Le capitaine aurait été convaincu qu'il s'agissait d'une maladie contagieuse, qu'il allait créer une épidémie à l'intérieur du bateau. Et après avoir passé le détroit de Magellan, ils l'ont descendu à la première escale, s'est arrêté à Santiago et à partir de là a créé une nouvelle famille. Donc il était beau de se dire que finalement toute une histoire, toute une généalogie, toute une lignée pouvait naître finalement de quelqu'un qui tombe malade dans un bateau. Et ce minuscule petit hasard, cette minuscule graine, pour reprendre la métaphore de la vigne, pouvait donner une des plus belles traditions familiales plus tard. Donc ça a véritablement fleuri et ça s'est ramifié avec ces histoires du hasard, peut-être allant vers des rouages d'un destin. Alors, dans ce jeu du destin et du hasard, chacun va avoir sa petite part d'intervention divine, on va dire. Cet homme va effectivement s'installer au Chili, va se marier, va avoir 3 fils. Mais il y en a un qui nous intéresse, qui s'appelle Lazare. J'ai trouvé d'ailleurs très intéressant le choix du prénom. Lazare, c'est aussi celui qui ressuscite. Et c'est une histoire d'aller-retour entre le Chili et la France, puisque cet amour de la France ne va jamais les abandonner. Ils vont toujours se sentir français. Et c'est aussi pour cela que leur destin va se jouer sur ce pont que vous évoquiez tout à l'heure, ce pont de papier entre les deux pays. Lazare va partir faire la Première Guerre mondiale. Oui, il part faire la Première Guerre mondiale. Ils sont presque, il semblerait selon les archives, 3000 franco-chiliens qui décident de partir d'un train de Santiago jusqu'à Valparaíso, de Valparaíso prendre un bateau qui les emmène sur les fronts de Verdun, du chemin des Dames et de la Marne, pour aller se déchirer et combattre au sein d'un continent que ses pères ont autrefois quitté sans retour. Et il est assez extraordinaire en plus de se rendre compte que ces franco-chiliens, qui sont donc issus d'une immigration française, vont se battre contre des Allemands qui, eux, parfois sont issus d'une immigration allemande au Chili. Donc finalement, ces deux jeunes hommes qui sont en train de se disputer de tranchée à tranchée sont tous les deux nés soit à Valdivia, soit à Osorno, soit à Santiago. Et finalement, ils ont traversé l'Atlantique pour aller défendre un autre drapeau, pour aller défendre une autre nationalité, une autre identité et se tuer pour des raisons qui ne leur appartiennent pas et se battre pour une terre dans laquelle ils ne vont pas habiter. L'absurde de la guerre, bien entendu, et moi je suis le dernier à en parler dans le sens où prend ici une dimension qui m'a semblé à la fois énorme et à la fois très basse, et je trouvais beau de pouvoir le colorer avec une scène d'ouverture qui est celle du puits d'eau. Alors évidemment, on va y aller sur la pointe des pieds parce que le but c'est de ne pas déflorer le roman et de donner à nos amis libraires l'envie de lire ce livre. Mais nous allons nous attarder un peu sur les personnages. Il s'agit d'un héritage sur 4 générations. Tout commence donc évidemment avec le premier arrivant au Chili, Lazare, qui lui-même va se marier. Ils vont avoir une fille, Margot, qui elle aussi est un personnage extraordinaire, une pionnière de l'aviation qui va avoir un destin extraordinaire. Oui, complètement. Pour être tout à fait honnête, et puisqu'on est ici tous en famille et qu'on peut parler ouvertement, le premier, Lazare Lonsonnier, en effet, est peut-être une sorte de projection un peu mystique de Émile Bonnefoy, mon arrière-grand-père. Hilarioda, qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, est mon père. Entre les deux, je me retrouvais avec un trou générationnel et j'avais une sorte de nécessité narrative de trouver un personnage qui puisse s'encastrer parfaitement à l'intérieur du texte. Et parfois, les personnages ne sont jamais vraiment apocryphes. Soit ils naissent d'un récit familial, d'une réalité qui est personnelle, soit ils naissent de la grande histoire, soit ils naissent de la fiction, mais ils naissent toujours de quelque part. Et certains naissent d'une sorte d'astuce et de ruse à l'intérieur des mécanismes du livre et qu'ils deviennent presque nécessaires. C'est comme si le livre leur donnait naissance à eux-mêmes, une création à l'intérieur de la création. Ils naissent d'une branche.
Et Margot Lonsonnier est née justement à l'intérieur de ce livre, puisque j'avais besoin d'un personnage qui fasse le lien entre Lazare Lonsonnier et Hilariola. Et je raconte cette anecdote parce qu'elle est vraie. Je cherchais ce personnage, je n'arrivais pas à le trouver. Alors que je suis dans un métro à Paris, je tombe dans une coupure de journal qui était juste à côté de moi, où je voyais la mort de l'aviatrice franco-chilienne Margot Duhalde, qui est morte, donc, était vieille dame à Santiago. Je ne connaissais pas du tout son histoire, je m'y suis intéressé et je me suis rendu compte que ce personnage entrait parfaitement dans les 3 piliers de ces 4 générations qui allaient suivre, et je me suis permis de m'inspirer d'elle dans une sorte de porosité avec Margot Lonsonnier pour pouvoir faire tantôt une mythologie familiale et tantôt aussi un hommage, une ode à la grande histoire. Margot, une femme oiseau d'une certaine manière. Les oiseaux sont aussi très présents dans le livre. On n'en dira pas trop, mais il y a beaucoup d'oiseaux qui volent dans cette maison à Santiago du Chili, qui ont un lien très fort, notamment avec l'épouse de Lazare. Et ça, pareil, je vous laisserai découvrir en détail. On parlait tout à l'heure de destin et de hasard. Il y a un personnage dont j'aimerais qu'on parle un petit peu, qui est, alors je ne sais pas si je prononce bien, c'est Aokan. Aokan, qui est comme une sorte de chaman, de sorcier, qui va traverser le paysage et les histoires et rencontrer les membres de la famille. Et je me suis demandé, est-ce qu'il avait une valeur symbolique, une sorte je sais pas, comme les 3 vieilles femmes du destin, par exemple, dans la mythologie, il va jouer un rôle important. Complètement. Bien sûr que j'avais pensé aux 3 parcs, et j'ai également pensé à la sorcellerie et aux ensorceleurs, et bien entendu les machi, qui sont ces sorciers chamans des communautés mapuches du sud du Chili, qui sont devenus à la frontière de la médecine naturelle et surnaturelle, et qui prescrivent des onctions comme ça, des prescriptions magiques, psychomagiques, pour pouvoir avancer. Le personnage de Aokan apparaît peut-être un peu comme Margot, c'est-à-dire une sorte de nécessité, aussi un peu comme Héctor Bracamonte. Il me fallait un personnage qui puisse soigner Lazare, qui ensuite allait soigner Margot et qui allait soigner Hilariola, pour qu'il devienne eh bien, une ombre, un miroir qui accompagne les 4 générations, comme la volière, qui est aussi une sorte de métaphore, de parabole, d'allégorie, d'hypotypose de toute la famille, et qui la suit au cours des générations. Et en plus, c'est presque le seul personnage qui est véritablement chilien, puisque les autres sont sans cesse ballottés entre 2 cultures, pétris dans un dilemme entre 2 pays qui finalement n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre et appartiennent aux 2. Et Aokan, lui, est strictement chilien et amène cette magie qui était importante pour moi. Alors, cette femme oiseau, comme je l'appelle, Margot, va avoir un fils. On ne dira pas dans quelles circonstances, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de mystère et de magie au sens large du terme dans ce livre. Mais ce fils, vous l'avez évoqué, c'est Hilarioda, et il est la dernière génération de cette famille, le révolté, oui. C'est ça ? Exactement, le révolté. Et lorsque mon père, à 17 ans, faisait partie des mouvements d'extrême gauche révolutionnaires, il a été arrêté, torturé à la Villa Grimaldi, puis exilé à Paris. En arrivant à Paris, il a eu peur qu'on le retrouve avec l'opération Condor et a décidé de changer de nom. Et en changeant de nom, il a pris un pseudonyme, Hilario Da. Il a publié ses 3 premiers livres, qui sont El relato nel frente chileno, Una máquina para Chile, Vienen del miedo, qui sont donc été publiés sous Hilario Da. Et ensuite, lorsque le no est passé, lui, il a repris son véritable nom, Michel Bonnefoy, et a continué. Je trouvais beau de pouvoir imaginer ce personnage, de pouvoir l'intégrer, de pouvoir le faire entrer dans le tronc du texte et le faire suivre, le faire succéder avec les autres personnages, mais en rendant hommage à ce Hilarioda, à ce jeune de 17 ans, de 18 ans, qui avait été torturé. En plus, j'avais la chance d'avoir des documents et des archives intéressantes pour pouvoir développer cette scène, puisque lui-même a écrit tout le récit de sa torture avec des détails qui sont hideux en 250 pages, et il s'agit de prendre ce livre, d'essayer de le réduire le plus possible et d'en faire 2 chapitres importants pour pouvoir donner le dernier envol de la dernière génération. Donc, il est à la fois
un imaginaire collectif de mon père, et à la fois, bien sûr, c'est la figure classique du révolutionnaire qu'on retrouve dans les années 60, 70, 80 en Amérique latine. Pour conclure, Miguel Bonnefoy, en quelques mots, ce roman intitulé Héritage, c'est l'héritage évidemment d'une famille, vous l'avez évoqué, mais c'est peut-être un héritage au sens plus large encore du terme, un héritage de l'histoire, puisqu'encore une fois, on traverse le XXe siècle. C'est l'histoire de personnages qui sont ballottés par le destin, mais qui en même temps ont un libre arbitre extrêmement puissant. Ils vont être confrontés à des dilemmes. Est-ce que ce serait ça le fil rouge entre chaque génération, ce dilemme qui fait qu'on fait le bon ou le mauvais choix? Oui, absolument, c'est très bien dit. Et en effet, il y a un dilemme à chaque génération, un questionnement à chaque génération, et finalement, le choix que fait une génération finit par déterminer l'autre. Il y a un système presque atavique dans le livre qu'on retrouve et pourrait même aller plus loin dans une sorte d'épigénétique narrative qui permet de donner à un personnage, à un autre, la couleur du précédent. Oui, il y a sans doute cet héritage-là et cet autre héritage de se dire que on est tous, d'une certaine manière, depuis Adam et Ève, on fait tous partie d'une histoire de l'humanité qui est une histoire de migration, de déracinement, d'exil. Je ne suis bien sûr pas ici pour donner une réponse ou pour faire une approche philosophique du problème, mais je me suis chargé du devoir, d'une certaine manière, de raconter cette fiction, mais en inversant les rôles, en montrant que les Français ont été eux aussi des migrants autrefois et qu'ils ont été à la place de ceux qui, en ce moment, dans des odyssées homériques, essayent de prendre des bateaux pour une vie meilleure. Alors encore une fois, je n'ai pas du tout une réponse à donner à ça, je ne suis pas politologue ni économiste. Cependant, peut-être qu'en racontant l'histoire des migrations d'une manière différente, on peut donner quelque chose de plus fertile et inventer une nouvelle voie. Merci beaucoup Miguel Bonnefoy pour ce roman intitulé Héritage que vous publiez en cette rentrée 2020. J'en profite aussi pour mentionner la parution à la même date, c'est-à-dire le 19 août, de ce petit recueil de nouvelles intitulé Naufrage que l'on trouvera dans la collection Rivage Poche. Et je ne saurais trop inviter nos libraires à vous lire parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.